Alors le premier intervenant de cette session plénière est Alain Aspect, qu'on ne présente plus vraiment Alain Aspect, mais je vais quand même me jouer un petit peu à l'exercice. Donc Alain Aspect, directeur de recherche au CNRS, également professeur à l'Institut d'Optique Graduate School et à l'École Polytechnique. Il est le fondateur du groupe Gaz Quantique au laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique, qui est aussi une unité mixte du CNRS. Et parmi ses nombreuses contributions au domaine, au pluriel, de l'optique quantique et de l'optique atomique, très probablement ce que les gens retiennent, c'est les expériences à la fin des années 70 et au début des années 80 de violation des inégalités de Bell qui ont été extrêmement marquantes, qui le sont toujours aujourd'hui, et qui ont permis véritablement la lancée du domaine que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'information quantique, avec la crypto, communication quantique, ordinateur quantique, simulation quantique, and so on. Mais c'est pas tout, en fait. On connaît surtout Alain, excuse-moi de le dire comme ça, mais pour ses expériences de violation d'inégalité de Bell. Mais en fait, Alain, il a fait plein d'autres trucs. Et notamment, il a fait, avec Philippe Grangier, en 1985, la première source de photons uniques annoncée, qui avait déjà des caractéristiques exceptionnelles. Et il a fallu à beaucoup d'équipes des années de ramage pour arriver au niveau de performance que Philippe Grangier et Alain ont pu faire à l'époque. Toujours dans le domaine de l'optique quantique, il a également été à l'origine, avec Jean-François Roch, en 2005, de la mise en œuvre expérimentale de l'expérience de pensée de Wheeler sur la complémentarité onde-corpuscule des photons uniques. Et parallèlement à ça, donc dans la rubrique, on va dire, optique atomique ou atome froid, eh bien, il a travaillé en 1985 sur le subrecul des atomes dans le groupe de Cohen-Tanucci, de Claude Cohen-Tanucci à l'École normale supérieure de Paris. Et ce qui a été le précurseur à monter son groupe Gaz Quantique au laboratoire Charles Fabry. Et depuis qu'il a établi ce groupe-là, eh bien, il a fait énormément de travaux sur la manipulation d'atomes froids, avec typiquement des lasers à atomes. Laser à atomes, je me suis perdu, condensat de Bose-Einstein évidemment. Le groupe d'Alain a été le premier à avoir condensé l'hélium en 2000, si je ne me trompe pas. Et également la manipulation d'atomes pour faire des mesures de type optique quantique pour le coup. Donc c'est vraiment la réunion des expériences d'atomes froids et des expériences d'optique quantique, typiquement pour faire des mesures sur des atomes de type Hanbury, Brown & Twiss ou Hong ou Mandel, qui sont très bien connus des photoniciens et opticiens quantiques. Alors, parmi les nombreuses distinctions que Alain a pu recevoir, eh bien, j'aimerais en citer quelques-unes. Il est Foreign Member of the Royal Society. En 2005, il a reçu la médaille d'or du CNRS. En 2010, le prix Wolf, qui a été décerné à Alain Aspect, Anton Seilinger et John Clauser pour, bien sûr, les expériences fondamentales sur l'intrication. En 2013, il a reçu la médaille d'or du Niels Bohr International. Et en 2013, il a également reçu le prix Balzan. Donc, je ne pourrais pas terminer cette présentation sans dire deux mots personnels. Et à ce titre-là, je voudrais te remercier pour la bienveillance que tu as pu avoir, que tu as depuis toujours, que moi je t'ai toujours connu en tout cas, sur les jeunes ou sur les moins jeunes qui essayent de démarrer des expériences un peu disruptives dans le domaine de l'optique quantique ou dans l'optique atomique. Et je pense que ce regard-là, il compte, c'est pas grand-chose pour toi, non mais pour ceux qui le reçoivent, eh bien c'est très important et ça permet d'avancer. D'autant que moi, je considère à titre personnel que tu es une source intarissable d'inspiration. Il y a un autre aspect sur lequel je voulais te remercier aujourd'hui, devant cette assemblée, c'est pour tout le lobby, entre guillemets, c'est un gros mot des fois lobby, mais quand même, à ce moment-là, il faut le dire, que tu peux faire, que tu as pu faire pour la mise en place, eh bien, typiquement de la stratégie nationale pour les technologies quantiques, parce que je pense que sans tes contributions, on ne serait peut-être pas là. Donc je te remercie infiniment, je te laisse la place. Et je pense qu'on peut applaudir Alain. Merci Seb. Puisque tu as dit un mot personnel, je me rappelle d'avoir rencontré un tout jeune étudiant, je pense qu'elle n'avait pas fini ta thèse, qui m'a dit « je voudrais faire des photons intriqués ». Et j'ai dit « mon petit gars, il faut que tu parcours le vaste monde et que tu ailles faire un postdoc dans l'un des meilleurs groupes au monde. » Et je pense que c'était un bon conseil, n'est-ce pas? Voilà.
Donc aujourd'hui, je ne peux pas éviter de revenir un peu sur les expériences de test des inégalités de Bell, dans la mesure où je crois qu'il est généralement admis que ces expériences ont, pour un certain nombre de gens, constitué une source de déclenchement, on va dire, ou d'inspiration pour ce qui est aujourd'hui très populaire, qui s'appelle les technologies quantiques. Mais pour ceux qui m'ont déjà entendu trop de fois, je vais prendre un point de vue un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre parfois. Je vais essayer de vous convaincre que la non-localité quantique, qui est quelque chose de bizarre, quelque chose qui sent le soufre, ça peut être une source effectivement d'inspiration et d'intuition. Ah. Voilà. Donc, je vais commencer en vous rappelant le raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen, parce que ce raisonnement était vraiment basé sur l'idée que le monde ne peut pas être non local. Mais on sait que avec le travail de Bell et les expériences qu'on suivit, eh bien, c'est un cas où Einstein, pour qui j'ai pourtant une immense admiration, mais là, il faut reconnaître que Einstein n'avait pas raison en disant que le monde était réaliste local. Il faut renoncer au réalisme local, donc c'est intenable. Et donc, si on renonce au réalisme local, eh bien, une façon que l'on peut adopter, qui n'est pas obligatoire, je ne prétends pas que tout le monde doit l'adopter, mais moi, je l'ai adopté, c'est d'accepter une certaine non-localité dans le monde, et j'essaierai de vous montrer que cette non-localité donne vraiment des intuitions extrêmement intéressantes pour... Je prendrai l'exemple de deux technologies quantiques particulières, d'une part la cryptographie quantique et d'autre part la téléportation quantique. Alors ces fameuses technologies quantiques, comment ont-elles émergé? Eh bien, il y a le trio Einstein, Podolsky, Rosen et Niels Bohr qui comprend instantanément, il n'est pas d'accord avec eux, mais il comprend instantanément la portée de cet article. Et il y en a un autre qui comprend immédiatement, c'est Schrödinger. Et il faut lire cet article de Schrödinger, où Schrödinger commence en disant « Ah là là, il y a un truc là, je vais écrire en papier dessus et ne vous attendez pas à ce que mon papier éclaircisse les choses. Au contraire, il va vous montrer que c'est encore plus extraordinaire qu'on ne pourrait le penser. » Donc Schrödinger réalise instantanément que l'intrication qui a été découverte par Einstein, Podolsky et Rosen, c'est quelque chose d'essentiel. Oups. Et puis, il faut attendre 30 ans pour qu'avec John Bell, on réalise que non seulement c'est extraordinaire, mais que c'est vraiment incompatible avec un certain nombre d'idées qu'on avait jusque-là, ce qui n'était pas évident jusqu'à John Bell. Je reviendrai là-dessus. Et puis enfin, encore 20 ans, et Feynman, inévitable, Feynman toujours dans le coup quand il y a quelque chose d'extraordinaire au cours du XXe siècle. Feynman qui réalise au début des années 80 que contrairement à ce qu'il avait écrit dans Lectures on Physics, il y a un autre mystère quantique que la dualité en deux particules, c'est l'intrication. Et Feynman étant Feynman, à partir du moment où il reconnaît que l'intrication c'est un truc différent, il dit si c'est un truc différent, on va arriver à en faire quelque chose d'utile. Et il propose, dans le même papier, c'est le même papier où il comprend la portée des inégalités de Bell et où il propose l'ordinateur quantique. Alors, j'ai écrit l'intrication est différente. Mais en quel sens? Eh bien, on va commencer par le raisonnement EPR. Donc la question au départ que se posaient Einstein et les autres, c'était est-ce que le caractère probabiliste des prédictions quantiques peut être compris en se disant qu'après tout, la physique quantique, c'est peut-être une physique statistique d'un niveau sous-jacent. De la même façon que si nous décrivons ici la distribution des vitesses des molécules dans cette pièce, on va le décrire par une distribution probabiliste de Boltzmann, mais on n'a pas de doute qu'en fait, chaque molécule a sa propre vitesse. C'est une commodité. Et donc, EPR se pose la question, est-ce que la mécanique quantique ne serait pas une physique statistique d'un niveau sous-jacent à découvrir? Et il pense, dans cet article 1935, avoir démontré qu'il est
indispensable d'introduire ce niveau sous-jacent. Et 30 ans plus tard, Bohr s'oppose immédiatement, je vous dirai 2 mots de la raison pour laquelle Bohr s'oppose au raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen, mais je dois dire que l'argument de Bohr, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter, et donc il faudra attendre 30 ans pour que John Bell propose de trancher le débat par des expériences. Alors, voilà ce qu'est une situation Einstein, Podolsky, Rosen. Ce n'est pas la situation originale, mais comme les manips ont été faites pour la plupart dans cette situation, on va directement sur la situation. En plus, vous êtes tous opticiens, donc ça va vous sembler facile à comprendre. Vous avez une source qui émet 2 photons, l'un vers la gauche, l'autre vers la droite. Je ne dis rien sur ces photons pour l'instant. Et quand le photon arrive ici, ça schématise. Un polariseur à 2 voies, vous pouvez imaginer un polarizing beam splitter, mais c'est un polariseur à 2 voies. Et donc, si la polarisation du photon est parallèle à l'axe A de l'analyseur, ça sort dans +1. Si la polarisation du photon est perpendiculaire à l'axe A, ça sort dans -1. Et le polariseur peut tourner, on peut changer l'orientation A. Et même chose pour le photon numéro 2. Et à partir de là, je mets des détecteurs derrière et il est facile de définir des probabilités, de trouver +1, +1, +1, -1, plus. Et on a donc des probabilités simples, probabilité P de +1, P de -1, de l'autre côté aussi, et surtout le plus intéressant, ce sont les probabilités conjointes plus, lorsque les 2 polariseurs sont dans l'orientation AB. Alors EPR arrive, Einstein, Podolsky et Rosen découvrent que des états de cette forme, ce n'est pas leur état original, mais des états de cette forme sont des états intéressants. Et ce qu'ils ont de particulier, ces états, c'est qu'ils ne sont pas factorisables. Vous pouvez essayer de transformer tous les changements de base que vous voulez, vous n'arriverez pas à le mettre sous la forme du produit d'une polarisation caractérisant le photon 1 et d'une polarisation caractérisant le photon 2. C'est ça qu'on appelle un état intriqué. Et avec cet état-là, il est très facile de calculer les probabilités simples qui valent 50%, quelle que soit l'orientation du polariseur, dont chaque photon a l'air d'être de la lumière naturelle non polarisée. Mais les probabilités conjointes, elles ont une forme très précise, 1/2 de cosinus carré de l'angle, ou 1/2 de sinus carré de l'angle. Vous vérifiez que la somme fait bien 1. Et en particulier, on va focaliser pour le raisonnement EPR sur le cas où les 2 polariseurs ont la même direction, c'est-à-dire l'angle vaut 0, et dans ce cas-là, on a des probabilités 1/2 pour P++, P-, et 0 pour l'autre. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du moment où on a ces probabilités 1/2, ça n'a peut-être pas l'air à première vue, mais après quelques secondes de réflexion, vous arriverez à vous convaincre aisément que ça veut dire une corrélation totale, puisque j'ai 50% de chance de trouver plus et 50% de chance de trouver moins. Ça veut donc dire, si je trouve plus ici, je suis certain de trouver plus ici, et si je trouve moins ici, je suis certain de trouver moins ici, et au cas où vous ne serez pas encore tout à fait convaincu, vous noterez que les P plus moins sont nuls. J'ai donc une corrélation totale. Et à partir de là, Einstein, Podolsky et Rosen nous disent, puisque ces 2 mesures sont séparées, loin de l'autre, et je vais y revenir tout le long de cet exposé, séparées pour Einstein, ça veut dire séparées par un intervalle du genre espace, c'est-à-dire qu'aucun signal ne peut connecter les 2 événements. Donc séparés au sens relativiste, puisque ces 2 événements sont séparés, puisque quand je mesure la polarisation de nu1 qui peut être soit +1, soit -1, je suis certain que celle de l'autre, c'est la même chose, c'est soit +1, soit -1, c'est que la polarisation de l'autre existait avant même que je fasse la mesure. Sinon, comment on pourrait comprendre cette chose-là? Et donc, Einstein conclut qu'il y a, enfin Einstein, Podolsky et Rosen concluent qu'il y a des propriétés du photon nu2 qui sont là et qui ne sont pas décrites par l'état quantique. L'état quantique ne dit pas que c'était plus avant que je le mesure. Or, ça, c'est vrai pour n'importe quelle direction. Donc, ça veut en particulier dire que c'est vrai pour n'importe quelle direction du polariseur, et ça correspond à des variables quantiques incompatibles. Donc, non seulement on a envie de le compléter, mais en plus, on est capable de compléter sur des variables quantiques, sur des observables quantiques qui ne commutent pas.
Et Einstein dit, ça, vous êtes bien obligé qu'il faut la compléter, cette mécanique quantique. Voilà, donc c'est le raisonnement EPR. Alors, j'insiste, c'est l'objet de cette présentation aujourd'hui, sur le fait que la localité relativiste est vraiment à la base du raisonnement. Et je cite ici Einstein dans, je dirais, son testament intellectuel, un gros livre qui s'appelle Albert Einstein, Philosopher-Scientist, avec de nombreuses contributions, mais y compris une très longue contribution d'Einstein, publiée chez Schilp, par Schilp en 1949. Et Einstein nous dit, mais il y a vraiment une hypothèse que, à mon opinion, à laquelle on devrait absolument s'accrocher, c'est que l'état réel du système S2, donc ce qui va être le photon de nu2 ici, est indépendante de ce qu'on fait au premier système qui est éloigné du premier. Et encore une fois, chez Einstein, éloigné veut dire éloigné au sens relativiste du terme. Et puis, j'ai trouvé une autre citation que j'aime beaucoup, de Bohm et Aronoff, qui reviennent en 1957 sur le problème ou le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, et ils nous disent « On pourrait peut-être supposer qu'il y a quelque interaction cachée entre nu1 et nu2, mais elle devrait être instantanée. Et une telle interaction instantanée entre des systèmes distants ne serait pas cohérente avec la théorie de la relativité. » Donc on est vraiment au cœur d'un conflit avec la relativité. Alors passons au théorème de Bell. Bell revient sur la question en 1964, et il revient sur la question parce que Bell, il est quand même gêné de toutes ces affirmations qu'il ne peut pas y avoir de théorie à variables cachées. Or, il y avait un dogme établi par von Neumann, le grand von Neumann, dite preuve de von Neumann, qui était écrite dans le fameux livre sur les fondements mathématiques de la physique quantique. À l'époque, les grands livres étaient traduits en français, vous voyez, donc on a le plaisir de pouvoir le lire en français. Et von Neumann avait fait une démonstration à la von Neumann, très mathématique, du fait qu'il ne pouvait pas y avoir de variables cachées. Eh bien, Bell, qui était quand même un théoricien au CERN, ce n'était pas une petite pointure, il commence dans ce domaine par un coup d'éclat en montrant où le raisonnement de von Neumann est faux. Von Neumann s'est trompé et il a fait une démonstration qui est fausse. Fausse. Donc il publie ça, très bien. Et en plus, Bell ajoute dans son article, et de toute façon, il y a quelqu'un qui s'appelle David Bohm qui vient d'en fabriquer une théorie à variables cachées qui reproduit toutes les prédictions de la mécanique quantique, dont il y a une preuve d'existence en plus. Donc la preuve de von Neumann est fausse, et il y a une preuve d'existence puisqu'il y a une théorie à variables cachées, celle de David Bohm, qui est construite pour reproduire exactement toutes les prédictions de la mécanique quantique. Donc, renaissance des variables cachées. Mais ce que Bell remarque instantanément, enfin, je ne sais pas si c'est instantanément, mais en tout cas, il le remarque et il le publie dans ce papier. Ah oui, alors, ce papier est publié en 1966, mais il est établi historiquement que c'est parce que Review of Modern Physics l'avait perdu, l'avait enfoui au fond d'un tiroir. C'est très important, il a été envoyé en 1964, et puis perdu au fond d'un tiroir. 2 ans après, Bell leur a dit, alors, et mon papier? Ah, oups, on l'avait oublié. Bon, très bien. Et donc, dans le même papier, Bell signale que la théorie de Bohm, la théorie des variables cachées de Bohm, est non locale quand elle s'intéresse à un système à plus d'une particule. Donc dans le many-body problem, dans le problème à n corps, la théorie de Bohm est non locale, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un potentiel change ici sur la première particule, quelque chose se passe instantanément sur l'autre, même si elle est éloignée. Donc Bell remarque ça, et il ajoute... Et je vous prie de noter que si vous revenez sur ce problème, eh bien, il y aurait un axiome intéressant qui serait de dire que des systèmes éloignés sont indépendants l'un de l'autre et de voir quelle serait la conclusion. Et alors, quand le papier sort en 1966, il a déjà fait ça lui-même, mais il n'y a pas de doute que ça a été fait dans l'ordre que je vous présente. Et donc, quelques mois après, Bell fait ce qu'il avait dit. Il fait l'hypothèse que les variables cachées doivent être locales, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à la non-localité, et là il montre qu'il y a un conflit avec la mécanique quantique. Et donc ce que Bell conclut, c'est l'exigence de la localité qui crée la difficulté, qui crée l'impossibilité d'arriver à rendre compte de la mécanique quantique par des variables cachées.
Alors le raisonnement de Bell, c'est le suivant. Il est extrêmement simple hein, sur le plan algébrique. Je vous encourage à le regarder. Hein. Le raisonnement est à peu près du niveau de terminale ou de première année d'université. Hein. Donc Bell dit, voilà, les deux photons, ils vont avoir une variable en commun. Et pourquoi c'est raisonnable ça? Vous avez deux choses qui sont corrélées à distance, deux particules qui un jour ont été ensemble et se sont éloignées. Et la meilleure explication que vous pouvez trouver à la corrélation, c'est de dire avant de partir, elles ont pris une propriété commune qu'elles partagent. Exemple, deux jumeaux vrais. Ils ont été séparés à la naissance, il y en a un qui a été élevé en Australie, l'autre aux États-Unis, et il n'empêche que 20 ans plus tard, ils ont les yeux de la même couleur, les cheveux de la même couleur, etc., parce qu'ils ont le même jeu de chromosomes. Donc c'est ça l'idée. Donc on admet que les deux photons ont la même propriété, ou le même jeu de propriétés, et on dit que cette propriété va déterminer le résultat plus 1 ou moins 1 ici, et le résultat plus 1 ou moins 1 de l'autre côté. Et donc, c'est une image simple et convaincante. Encore une fois, pensez au cas des jumeaux. Les biologistes n'ont aucun doute. Ils ont démontré plusieurs fois, les biologistes, avant qu'on sache rentrer tellement dans le détail des analyses génétiques, les biologistes déterminaient qu'une maladie était d'origine génétique en faisant des corrélations entre jumeaux vrais. Si les deux jumeaux avaient ensemble ou n'avaient pas ensemble la même maladie, on en tirait la conclusion que c'était une maladie génétique. Donc c'est vraiment un raisonnement très scientifique. Hein. Donc c'est une image simple et convaincante, mais vous remarquerez qu'elle revient à compléter le formalisme quantique, parce que vous dites qu'il y a des paires qui vont donner plus, il y en a d'autres qui vont donner moins, alors qu'en physique quantique, toutes les paires sont décrites exactement par le même vecteur d'état. Et donc immédiatement, Bohr n'est pas d'accord, il écrit un article pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et je vous encourage à lire cet article. Si vous le trouvez clair, vous m'écrivez, vous m'expliquez pourquoi vous le trouvez clair. Alors attention, je ne veux pas avoir l'air de dire du mal de Bohr. Je pense que Bohr a eu instantanément l'intuition que s'il acceptait ça, l'ensemble du formalisme allait s'effondrer. Mais entre avoir l'intuition et le dire avec les mots de Bohr qui sont particulièrement confus, et puis le démontrer, il y a un monde, et le monde a été franchi, le gap a été franchi par Bell. Donc Bohr est absolument en désaccord, et c'est Bell qui va démontrer l'impossibilité avec encore une fois un formalisme algébrique qui est très simple. Il admet qu'une fois que lambda est connu, lorsque le photon arrive sur le premier polariseur, eh bien, il y a une fonction qui peut prendre deux valeurs, plus 1 ou moins 1, et qui va dire si le photon va vers le haut ou vers le bas, même fonction analogue de l'autre côté, et en plus, il suppose que ces variables cachées, ces variables supplémentaires sont distribuées avec une loi de probabilité, ρ de lambda, qui est une bonne loi de probabilité positive, définie, normée, tout ce que vous voulez. Moyennant quoi on peut calculer la fonction de corrélation avec cette théorie à paramètres supplémentaires et la comparer à ce que donne le résultat de la physique quantique. Alors voilà un exemple qui est l'exemple que n'importe lequel d'entre vous va inventer si je vous donne plus de 3 minutes pour réfléchir. Peut-être qu'il y en a qui vont aller encore plus vite que ça. On se dit les deux photons partent, ils ont la même polarisation, et puis il faut que je définisse ici la fonction grand A. Alors je vais la définir de la façon suivante. Si le photon est polarisé suivant l'axe du polariseur, c'est plus 1. S'il est à 90 degrés, c'est moins 1. Et puis je mets une frontière à 45 degrés. Si c'est à moins de 45 degrés de l'axe, ça fera plusieurs. Si c'est à plus de 45 degrés, ça fera moins 1. Les fonctions qui sont là font le job. En plus, comme on sait que ce problème est à invariance par rotation, j'admets que j'ai une densité de probabilité qui est uniforme, dont le lambda est équiparti entre 0 et 2π. J'écris quelques lignes et paf, je trouve la courbe rouge. Or, la corrélation prévue par la mécanique quantique, qui est 100% pour un angle de 0 degré, moins 100%, si j'ose dire, ça veut dire que plus correspond à moins, etc., pour 90 degrés, et qui est la courbe bleue entre-temps, et le modèle très simple qu'on vient d'inventer tous ensemble, presque, je vous ai aidé à l'inventer, eh bien, c'est la courbe rouge qui est là. Pour un coup d'essai, c'est pas mal, hein, quand même. Et donc, on se pose immédiatement la question, est-ce qu'il y a un modèle à variable cachée qui est meilleur et qui va permettre de fitter absolument en tous les points ça? Eh bien, la réponse est non, c'est ça le théorème de Bell. Le théorème de Bell, c'est qu'on n'arrivera pas à avoir la courbe rouge en tous les points coïncidant avec la prévision quantique. Alors, je vous le fais rapidement. Hein.
Donc ceci en est un exemple, hein. Voilà, on ne peut pas... Hop. Alors je vous le fais rapidement. Il y a une quantité S qui correspond à une combinaison de coefficients de corrélation pour 4 jeux de direction. Vous avez A et A' d'un côté, B et B' de l'autre, donc vous faites AB, AB', A'B, A'B'. Vous regardez les coefficients de corrélation pour chacun de ces paires, vous fabriquez ça. Alors vous allez me dire pourquoi 3 plus et 1 moins, ben, c'est comme si vous me demandez pourquoi Bell était une sorte de génie. Il a eu un coup de génie en trouvant ça, et puis voilà. Et donc vous faites ça, et vous apercevez que la prévision de la mécanique quantique, qui est que le E de AB vaut cosinus de 2AB, elle va nous donner, pour ces orientations particulières, elle va nous donner 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2,8. Or, si vous essayez de calculer ça avec le formalisme de Baire, avec les grands A, les grands B, etc., il est facile de démontrer, encore une fois, c'est une démonstration qui, à mon avis, est largement faisable en L1, eh bien, il est facile de démontrer que cette quantité S ne peut pas dépasser 2. Comme la mécanique quantique prévoit plus de 2, vous avez une preuve d'impossibilité. Donc la possibilité de compléter la mécanique quantique, ce n'est plus une discussion épistémologique entre Bohr et Einstein, c'est devenu quelque chose qu'on peut trancher par l'expérience. Alors, avant de passer aux expériences, je regarde où j'en suis avec le temps, avant de passer aux expériences, j'ai 2 heures, hein, tu m'as dit, Sébastien. C'est 3. Okay. Avant de trancher par l'expérience, c'est pas mauvais, comme quelqu'un a dit, quand vous avez quelque chose qui est en conflit avec la physique quantique, vérifiez les fusibles de l'appareil avant de conclure. Ou quand quelque chose ne marche pas, vérifiez les fusibles de l'appareil. Donc on va essayer de clarifier les hypothèses nécessaires pour établir les inégalités de Bell. Alors, il y a des dizaines d'articles sur le sujet. Je crois que la façon dont je le résume ici est une façon tout à fait honnête. Il faut d'abord dire qu'on va chercher à expliquer les corrélations par un paramètre commun qui est parti ensemble, et c'est ça, comme les chromosomes, quoi, des jumeaux. Et donc, on va appeler ça une vision du monde locale réaliste. C'est Einstein hein, qui a développé cette vision du monde, qui consiste à dire que quand vous avez un système ici, qui est isolé dans un coin de l'espace-temps, ce système possède un ensemble de paramètres qui vont vous permettre de prédire tous les résultats des mesures que vous pourriez faire sur ce système. Donc, réaliste parce qu'il dit qu'il y a un ensemble de paramètres qu'Einstein appelle la réalité physique, et local parce que cette réalité physique, elle est dans le petit volume d'espace de temps qui est là, et elle ne s'étale pas à des distances séparées par des intervalles du genre espace. Donc il faut ça, il faut dire les deux particules ont échangé quelque chose, puis quand elles s'éloignent, chacune porte entre elles le résultat de l'expérience, éventuellement de façon probabiliste, mais en tout cas, elle porte en elle tout ce qu'on peut dire sur ce qui va se passer ici. Et puis Bell insiste, il avait déjà insisté précédemment, sur la condition de localité, c'est-à-dire il dit voilà, pour que je puisse établir des inégalités, il faut que le résultat de la mesure ici ne dépende pas de l'orientation de l'autre polariseur, dont la fonction A de lambda A, elle ne dépend pas de B. Évidemment, la même chose est vraie dans l'autre sens. Et puis, il faut aussi que la façon dont les variables cachées lambda sont distribuées dans la source au moment où on émet, il faut que ça ne dépende pas de l'orientation des polariseurs qui vont faire l'analyse après. Et donc, ce que nous fait remarquer Bell, c'est que c'est une hypothèse tout à fait raisonnable, mais on peut faire beaucoup mieux. Si on pouvait changer l'orientation des polariseurs pendant que les photons se déplacent, alors cette localité deviendrait une conséquence de la relativité. Si vous changez les orientations pendant que les photons se déplacent, il est clair que la façon dont ils ont été émis ne peut pas dépendre de l'orientation qu'ils auront lorsqu'on fera la mesure, et de la même façon, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, ce qui se passe d'un côté ne peut pas dépendre de l'orientation de l'autre qui fera la mesure. Voilà. Et donc, si on arrive à faire une expérience où on change l'orientation des polariseurs pendant que les photons se déplacent, eh bien, on a l'essence, on a la totalité du conflit entre la vision du monde d'Einstein et la mécanique quantique. Alors, curieusement,
Je vous rappelle que 1965, pour vous, c'était il y a longtemps, mais moi j'étais déjà en DEA. Non, j'exagère, en 65, j'avais déjà passé le bac. Donc c'est quand même pas l'époque préhistorique. Donc on peut se dire, il y avait une accumulation de résultats qui permettait de tester les inégalités de Bell. Pas du tout. Ce dont on s'est aperçu, c'est que l'immense majorité des phénomènes qu'on connaissait, même ceux dont on pensait qu'ils étaient très, très, très quantiques, on n'avait aucun résultat qui avait jamais été établi et qui violait les inégalités de Bell. Et la raison, c'est que les inégalités de Bell, ça s'applique à une situation extrêmement précise, et en plus, il faut aller chercher des orientations très particulières pour mettre en évidence le conflit. Donc, un test expérimental était possible, mais il a fallu trouver une situation particulière où le test est faisable, et ça, c'est le mérite de Clauser, Horn, Shimoni et Holt, qui, en 1969, ont dit, si vous prenez une cascade radiative qui émet 2 photons polarisés comme ça, alors on va pouvoir tester les inégalités de Bell. Et donc, ils se sont mis au travail. Allez, voilà. Ils se sont mis au travail, et donc c'est ce que j'appelle les expériences des pionniers. Donc Clauser, et puis Clauser travaillait à Berkeley, Pipkin travaillait à Harvard, et c'était très intéressant parce que quand leurs premiers résultats sont sortis en 1972, les résultats étaient opposés. Clauser a trouvé un accord avec la mécanique quantique et donc une violation des inégalités de Bell, tandis que Pipkin à Harvard a trouvé accord avec les inégalités de Bell, désaccord avec la mécanique quantique. Alors, il faut quand même savoir qu'à cette époque, les manips étaient extrêmement dures. Il fallait accumuler les données pendant des jours et des jours en supposant qu'il n'y avait pas de fluctuation dans la manip, donc on ne peut pas leur en vouloir. Progressivement, Clauser a refait une autre expérience, et puis il y a Fry qui, au Texas, a pu se payer un premier laser pour avoir une meilleure source, et progressivement, on a eu l'impression quand même que la balance penchait en faveur de la mécanique quantique et en défaveur des inégalités de Bell. Et c'est à ce moment-là qu'à Orsay, j'ai démarré une série d'expériences. En fait, ce que j'ai démarré, c'est la construction d'une source qui serait capable de produire de façon extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que précédemment, des paires de photons intriqués. Je vais vous en dire un tout petit mot dans une seconde. Le but, avec cette source, était de faire des schémas expérimentaux de plus en plus proches, aussi proches que possible, des schémas expérimentaux sur lesquels les théoriciens raisonnaient. Parce que les manips précédentes, elles étaient éloignées pour plusieurs raisons, je ne veux pas rentrer dans les détails, et dont l'idée, c'était d'aller de plus en plus proche des schémas expérimentaux, ce qu'on appelle les expériences de pensée sur lesquelles les théoriciens raisonnent. Et en particulier, en mettant en jeu cette fameuse séparation relativiste. Donc ces expériences ont abouti à 82, je vais vous en donner très rapidement une vague idée. Et puis, à partir de la fin des années 80, il y a eu une troisième génération d'expériences qui ont obtenu des résultats de plus en plus précis, avec des sources de photons intriqués toujours meilleures, et avec ce qu'on appelle la fermeture des dernières échappatoires. Il y avait toujours quelques échappatoires. Les gars disaient « Oui, mais vos photomultiplicateurs, ils ne sont pas parfaits, donc ils pourraient conspirer pour vous faire croire que c'est la mécanique quantique, alors qu'en réalité, il y a des variables cachées. » Donc, fermeture des derniers échappatoires en 2015. Alors, en 2 mots, la source d'Orsay, j'ai passé quand même 5 ou 6 ans à la développer, donc je ne peux pas passer moins que 5 ou 6 secondes dessus quand même. Donc l'idée, c'était si on pouvait exciter l'atome de calcium dans ce niveau J égale 0 et qu'on le laisse tranquillement se désexciter en passant par J égale 1 et J égale 0, il ne vous échappe pas que le niveau intermédiaire est 3 fois dégénéré, mais le niveau du milieu ne compte pas si vous regardez 2 photons qui s'éloignent dans les sens opposés. Donc vous voyez que vous avez 2 chemins pour se désexciter, et comme toujours en mécanique quantique, si 2 chemins existent, les 2 chemins donnent lieu à une amplitude, et vous avez la somme des 2 amplitudes. Et vous avez donc la somme d'une amplitude pour un photon sigma plus, sigma moins, et d'une amplitude pour un photon sigma moins, sigma plus. Et là, il y a un petit miracle, c'est que quand vous transformez la polarisation circulaire sur la base des polarisations linéaires, paf, vous tombez sur l'état dont vous rêvez, celui dont on avait parlé depuis le début. Alors, Clauser avait compris ça, mais il ne savait pas exciter ici. Donc, il tapait dans le tas, et les atomes montaient vers un niveau du haut, et de temps en temps, il faisait ça, il était content, mais la plupart du temps, ça allait par ailleurs, il y avait des tas de photons parasites, et surtout, de temps en temps, ça allait par là, puis ça atterrissait ici, et il y avait le photon de Nu2 qui n'avait pas son jumeau.
Donc voilà pourquoi les expériences de Clauser étaient si dures. Ce n'est pas pour dire qu'elle est sensationnelle, l'expérience de Clauser en 1972, mais voilà pourquoi cette méthode est meilleure. Alors cette méthode, j'ai pu la développer parce qu'il y avait en particulier à Paris, Cagnac, Grimbert, qui avaient développé l'excitation à 2 photons. C'était tout nouveau, hein, l'excitation à 2 photons. Et donc on réussit avec 2 lasers. Ah oui, pourquoi 2 lasers? Tout le monde a compris que comme ces 2 niveaux ont la même parité, vous ne pouvez pas exciter directement avec absorption d'un seul photon. Il faut en mettre 2, parce qu'il faut 2 opérateurs impairs pour faire un opérateur pair. Donc avec 2 lasers, paf, on arrive à exciter ce niveau, et là, je ne sais pas qui parmi vous est capable, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous sont capables d'apprécier. Mais d'autres vont dire, ouais, bon, 100 coïncidences par seconde, c'est pas si impressionnant que ça. Si, je veux vous impressionner, parce que dans les mesures en coïncidence, il y a 0 bruit. Donc le seul bruit que vous avez, c'est le bruit statistique. Donc si vous avez 100 coïncidences par seconde, ça veut dire qu'en 100 secondes, vous en avez 10 000, et racine de 10 000, ça fait 100, tout le monde suit jusque-là. Et donc vous avez déjà une précision de 1% en 2 minutes. Et donc, c'est le bonheur, quoi, par rapport à Clauser qui devait accumuler sans doute pendant 24 heures pour avoir un point avec cette précision. Et donc, à partir de là, on a commencé par recommencer la même expérience que Clauser. On a confirmé qu'il y avait bien violation des inégalités de Bell. Et on a fait un truc en plus, c'est qu'on a reculé les polariseurs à 6 mètres de la source. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui disaient « Mais l'intrication, c'est sûr que ça existe à distance microscopique. » Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre le spectre de l'atome d'hélium si vous n'admettez pas l'intrication entre les 2 électrons de l'atome d'hélium. Et donc, il y a des gens qui disaient, oui, c'est une propriété du monde microscopique, mais dans le monde macroscopique, elle va disparaître, l'intrication. Alors là, vous posez la question, c'est quoi l'échelle? Et alors, le gars, il réfléchit, il trouve une seule échelle, c'est la longueur de cohérence. Donc, il dit longueur de cohérence. Elle faisait 1,50 m, la longueur de cohérence. Donc, on met les polariseurs à 6 mètres, l'intrication est toujours là. Après, on a fait avec Philippe Gangier la première expérience vraiment nouvelle, qui ne ressemble plus aux précédentes. On a réussi à l'époque, encore une fois, ça va faire rigoler tous les jeunes, à l'époque, vous ne pouviez pas avoir des séparateurs de polarisation comme ça pour votre longueur d'onde. Sauf que j'avais un copain qui travaillait chez Philips à Eindhoven et qui, en perruque, m'a fabriqué des trucs comme ça. Ça m'a coûté quelques bouteilles de vin et ça s'est bien passé. Donc, on a réussi à avoir des séparateurs de polarisation. Pourquoi c'est merveilleux? Parce que vous voyez, là, vous faites un run de 100 secondes. Et vous avez 4 nombres, plus, moins, plus, moins. Bon, ça, c'est le polariseur de bois. Et paf, vous construisez cette quantité, n++, plus n moins, n plus moins n plus, et vous prenez la somme au dénominateur, et vous avez directement le coefficient de corrélation. Pas besoin de faire une calibration annexe, où vous avez besoin de supposer que rien n'a changé dans votre source, etc. C'est fabuleux. Vous faites une mesure, tac, vous avez le résultat. Et la qualité du résultat se voit ici. Voilà la quantité S en fonction de l'angle. Et vous voyez que pour le fameux angle de 22,5, le pi sur 8 dont j'avais parlé tout à l'heure, la violation est maximale. Vous voyez au passage qu'ici, il n'y a pas du tout de violation. Ici, pas de violation. Et ça, au passage, ça vous explique pourquoi il n'y avait jamais personne. Il n'y avait pas de données qui permettaient de tester les inégalités de Bell. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait une mesure avec des photons gamma produits dans la désintégration de positronium. Mais alors, il y avait un signal très très faible dont ils avaient droit seulement, mettons, à un jour de faisceau. Je ne sais pas si c'est un jour ou quelque chose. Enfin, ils avaient droit à un temps limité sur le faisceau. Donc, quand vous avez un temps limité, si vous êtes normalement constitué, vous faites une mesure à 0 degré, à 45 degrés, à 90 degrés, et là, on vous jette. Et donc, vous regardez, 0 degré, il n'y a pas de conflit, 45 degrés, il n'y a pas de conflit, 90 degrés, il n'y a pas de conflit. Et donc, voilà. Donc, il faut que vous ayez le théorème de Bell pour vous dire, c'est là qu'il faut insister, les gars. Et alors là, vous voyez quand même, on viole par plus de 40 sigma. Donc là, il n'y a pas photo. Vous savez qu'au CERN, quand ils ont 3 sigma, quand ils ont un signal qui est séparé de 3 sigma de ce à quoi on se serait attendu, ils laissent une fuite. Il y a une fuite et les journalistes, on les appâte un peu. Et on ne publie qu'à 5 sigma au CERN. Bon, là, 40 sigma, on a décidé qu'on avait le droit de publier. Avec Grangier. Dernière expérience, eh bien, c'est la fameuse histoire de... Oh, ça va, je suis dans les temps.
C'est la fameuse expérience, enfin la fameuse idée que ce serait bien de tourner les polariseurs pendant que les photons se propagent, dont je vous donne les ordres de grandeur, 12 mètres d'un bout à l'autre, 6 mètres d'ici à là, et il faut à la lumière 40 nanosecondes pour aller d'un bout à l'autre, donc il faudrait arriver à tourner les polariseurs à l'échelle de quelques nanosecondes. Alors, les polariseurs, ça n'a peut-être pas l'air, mais chaque photomultiplicateur a plusieurs écrans, en particulier un écran en plomb à cause des rayons cosmiques, etc. Donc ça fait bien 50 kilos le machin. Alors quand j'étais jeune, j'étais plus costaud que maintenant, mais quand même, tourner 50 kilos en 10 nanosecondes, c'était pas à ma portée. Et Jean, qui était encore plus jeune que moi à l'époque, qui est venu travailler sur cette manip, il était vraiment très sportif à l'époque, mais il n'était pas capable non plus. Alors l'idée, c'était de fabriquer un aiguillage qui était capable d'envoyer le photon soit vers un polariseur orienté suivant A, soit vers un polariseur orienté suivant A'. Et là, si l'aiguillage était assez rapide, c'était gagné. Bon. Donc évidemment, l'idée, c'était de mettre un deuxième aiguillage de l'autre côté. Et alors, figurez-vous que la société, je ne veux pas dire du mal des start-up et de ces choses comme ça, mais il y avait une start-up qui n'a jamais été capable de nous délivrer, de construire l'aiguillage qu'elle s'était engagée à faire. Et quand vous êtes chercheur et que la boîte n'est pas capable de vous donner, vous avez le dos au mur, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous essayez de construire vous-même. Et ça a marché. Alors, je vais vous dire quelle était l'astuce. Donc, c'était un commutateur acousto-optique. Et le problème, c'est que comme on voulait un faisceau assez large, il y avait un gros cristal, et il fallait coller sur ce gros cristal un gros transducteur. Et ça se fait à chaud, et comme les coefficients de dilatation sont différents, ça claquait à chaque fois. Et donc, la façon dont on a résolu le problème, c'est qu'on s'est dit, ben, on va prendre l'eau. Il se trouve que l'eau est un bon matériau acousto-optique. On va mettre 2 transducteurs face à face dans l'eau, et ma foi, il n'y aura pas de problème de claquage, puisque l'eau étant un liquide, on ne va pas avoir de problème. Et on a choisi la fréquence, parce que quand les ondes acoustiques se propagent dans l'eau, elles ont une atténuation qui dépend de la fréquence, et on a choisi la fréquence pour que l'atténuation soit de l'ordre de grandeur de l'épaisseur, ça a été bien calculé, hein, que ce soit de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la cuve, ce qui fait qu'il n'y avait pas trop de résonance et de réflexion parasite, et vous aviez 2 ondes qui se croisaient au milieu, et ça faisait une belle onde stationnaire au milieu. Et cerise sur le gâteau, vous pourriez vous dire, mais alors du coup, ça va faire une fonction de commutation sinusoïdale. Non, non, parce qu'il y a des fonctions de Bessel dans le coup, et en fait, c'est beaucoup plus carré, donc c'était la cerise sur le gâteau. Bref, ça a marché, et c'est là que Jean a fait des mesures magnifiques. Il arrivait, il était tout jeune étudiant, je lui ai confié le travail de tester le commutateur, n'est-ce pas, Jean, hein, voilà. Et je peux vous dire, le cahier de labo est un modèle, hein, c'était bien testé. Et on a fait la manip, et on a trouvé un résultat convaincant, et on a trouvé la violation des inégalités de Bell par 6 déviations standards. Alors vous allez me dire, pourquoi pas davantage? Parce que je pense qu'il faut être raisonnable quand on est expérimentateur. Il y a un moment où on peut toujours être victime de systématiques, etc. Il me semblait qu'étant arrivé à 6, ça allait bien, on aurait pu améliorer la statistique, mais je n'étais pas sûr que ça nous aurait vraiment apporté grand-chose de plus. Donc pour la première fois, on a vérifié qu'il y a bien violation des inégalités de Bell, comme la mécanique quantique le prévoit, dans une situation où on a vraiment mis en jeu la causalité relativiste d'Einstein. Bien, 3e génération, Genève, Nicolas Gisin, cher au cœur de Sébastien. Nicolas Gisin est quelqu'un de très astucieux, qui est non seulement un excellent théoricien, mais qui en plus connaît extraordinairement bien les fibres optiques, et donc il a compris qu'il pouvait arriver à faire des tests d'inégalité de Bell sur le réseau de fibres optiques de Swiss Telecom. Et donc il a réussi comme ça, en injectant ses photons dans les fibres, il a réussi à faire des tests à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et l'intrication est toujours là, à plusieurs dizaines de kilomètres. Alors j'aurais dû vous dire que la raison pour laquelle Gisin, Zeilinger et d'autres ont réussi à utiliser des fibres optiques et pas nous, c'est pas parce qu'on était bêtes. Nous, notre source, elle ressemblait du point de vue cohérence à une source classique. C'est-à-dire, vous avez la fameuse conservation de l'étendue, et donc comme l'étendue d'une fibre optique, c'est quasiment 0, si vous avez une source large, vous pouvez toujours essayer de l'injecter dans la fibre, ça ne marche pas. Et eux, ils ont développé, mais ça a mis quand même une vingtaine d'années, au moins 15 ans, ils ont développé une source
qui est basé sur la fluorescence paramétrique et où les photons intriqués sont produits dans des directions parfaitement précises. Donc à partir de là, vous pouvez les injecter dans des fibres optiques et c'est gâteau, si j'ose dire. Donc à Innsbruck, Zeilinger, la même année, Zeilinger a fait une manip et Zeilinger a ajouté un détail que je trouve extrêmement intéressant. La fibre optique était assez longue pour qu'il puisse avoir un générateur de nombres aléatoires qui prenait la décision de l'orientation, qui choisissait l'orientation pendant que les photons étaient en vol. Tandis que nous, eh ben, on secouait tant qu'on pouvait, comme des sauvages, mais on ne peut pas dire que c'était un générateur de nombres aléatoires. De notre côté, c'était deux générateurs indépendants qui dérivaient, mais enfin, ce n'était pas aussi beau qu'un générateur de nombres aléatoires. Donc voilà, dans tous les cas, accord avec la mécanique quantique, et puis toute une série de nouvelles expériences. Vous avez tous probablement entendu parler des Loophole Free Experiments. Donc en 2015, des gens ont dit, ça y est, on a fermé tous les échappatoires possibles, etc. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense, vous cherchez cet article dans Physics. Physics, c'est une excellente revue gratuite de l'American Physical Society qui revient aux News and Views de Nature. D'accord? Donc, des gens font des commentaires sur les résultats. Là, j'ai fait un commentaire sur les Loophole Free Experiments. Vous pouvez aller voir ce que j'en pense. J'en pense du bien, hein, mais bon, on peut toujours avoir quelques nuances. Et donc, la conclusion, c'est que le réalisme local, la vision réaliste locale d'Einstein du monde, cette vision dans laquelle il y a des variables cachées et puis il y a localité, eh bien, cette vision, il faut l'abandonner. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, Einstein lui-même nous a donné la conclusion. Alors vous allez dire, c'est pas possible, Einstein ne croyait pas à son truc. Mais si, il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si j'avais pas raison, si le monde n'était pas réaliste local, voilà ce que vous devriez avaler, les amis. Alors qu'est-ce qu'il faudrait avaler? Ça, c'est un texte d'Einstein. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait avaler? Il faudrait soit laisser tomber la nécessité de l'indépendance, c'est les mots d'Einstein, hein. Enfin, ils sont en allemand traduits en anglais. Bon. La nécessité de l'indépendance des réalités physiques présentes dans diverses portions de l'espace, et encore une fois, chez Einstein, diverses portions de l'espace, ça veut dire séparation du genre-espace, au sens relativiste du terme, ou bien accepter que quand vous faites une mesure sur le premier système S1, ça change. Alors, par télépathie, c'est dire qu'Einstein, il ne croyait pas, hein, il ne croyait pas à la télépathie. Sachant par télépathie, instantanément, quoi, la situation réelle du système 2. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la non-localité quantique. Le fait que quand vous touchez au premier système, eh ben, ça a l'air... Parce qu'il faut abandonner l'un des deux trucs. Bon. Donc, abandonner celui-là, c'est ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire je touche au premier système et ça change quelque chose sur le second. On va y revenir. L'autre, le fait que les deux systèmes ne sont pas indépendants, c'est ce qu'on appelle le holisme quantique, c'est l'idée que mes deux systèmes, même quand ils sont séparés, même quand ils sont loin l'un de l'autre, séparés par un intervalle du champ-espace, c'est un système unique. Alors ces deux idées, elles sont toutes les deux intéressantes parce que chacune de ces idées donne, si j'ose dire, une branche des technologies quantiques. La deuxième idée, le holisme quantique, j'y reviendrai pas, sauf si vous posez des questions à la fin, c'est l'idée à la base du calculateur quantique. C'est l'idée que les systèmes intriqués, ils sont beaucoup plus riches que la somme des composants. Et la première idée, c'est la non-localité quantique, c'est ce que je vais vous développer dans quelques minutes. Donc, la non-localité quantique, moi, je pense que c'est une intuition. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, faire comme si ça existait, moi, ça me donne des intuitions très utiles. Donc, c'est ça que je vais vous développer dans cette dernière partie. Alors, rentrons un peu dans le détail. Faisons un raisonnement de physique quantique et un raisonnement un peu détaillé pour essayer de comprendre ces prévisions quantiques. Donc, j'ai ici ma paire de photons intriqués, voilà l'état quantique. Et je suppose que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre, donc on va d'abord faire une mesure ici. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux avoir soit le résultat plus 1, alors admettons qu'il est orienté suivant x, soit le résultat moins 1 qui correspond à une polarisation suivant y. Et que me dit la Bible? Alors la Bible, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la Bible, c'est Kohen Tanuji, Dieu et l'aloé. Donc voilà, il y a un postulat dit réduction du paquet d'ondes, qui dit juste après la mesure, l'état initial est projeté sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure.
Et le sous-espace propre associé au résultat de la mesure, c'est celui qui correspond à X ou à Y pour le premier photon, et puis vous complétez comme vous pouvez avec le deuxième. Et le résultat, c'est le suivant. Si vous avez trouvé X, le projecteur, c'est XX plus XY, et quand vous projetez, vous avez XX. C'est-à-dire que le deuxième photon est polarisé suivant X. C'est ce que je vous avais expliqué. Si le résultat de la deuxième mesure, c'est le même que le premier. Parce que si j'avais Y, c'est-à-dire moins 1, le projecteur, c'est YX plus YY, et ça vous donne YY. C'est-à-dire que le deuxième photon, dans le premier cas, il est polarisé suivant plus 1 comme le premier, et dans le deuxième cas, il est polarisé suivant moins 1 comme le premier. Donc je retrouve par ce raisonnement les résultats que je vous ai parachutés, sans vous dire comment je les avais obtenus. Alors en fait, on peut les obtenir d'une façon un peu plus simple, mais l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle rentre dans le détail, elle ouvre la machine. Donc évidemment, quand je fais ensuite la mesure sur nu2, vous avez compris, ben, si c'est XX, si je mets X, ben, je trouve plus 1, et puis si je mets l'autre côté, j'ai moins 1, et puis voilà. Donc je vous la fais courte, et puis si le deuxième n'est pas orienté comme le premier, vous avez la loi de malus. Si vous avez un photon polarisé suivant X et que vous mettez à 30 degrés, ben, vous avez cosinus carré 30 degrés, et puis voilà. Donc voilà, ça marche. Mais donc ces résultats sont les mêmes que ceux qu'on aurait pu calculer de façon plus efficace avec un calcul d'un seul coup d'un seul. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est fortement non local, cette image. Parce que la mesure du premier photon semble avoir influencé instantanément la polarisation de l'autre. Donc c'est vraiment non local, hein. Ça viole apparemment la relativité. Donc c'est ça, la non-localité quantique. Et bien, c'est ça qu'on va exploiter pour deux technologies quantiques. Alors j'insiste encore une fois sur le fait, pour bien comprendre l'enjeu pour les technologies quantiques, avant les mesures, les photons n'ont aucune polarisation. Si on croit à la mécanique quantique, et on a toute raison de le croire, puisqu'on viole les inégalités de Bell. Donc on croit à l'image que je viens de développer. Avant les mesures, les photons, jusqu'au moment où ils arrivent au bout, ils n'ont pas de polarisation. Et au dernier moment, paf, paf, plus 1. Ou au dernier moment, paf, paf, moins 1. Et on ne savait pas d'avance si ça allait être plus 1 ou moins 1, parce que si on l'avait su à l'avance, on n'aurait pas violé les inégalités de Bell. Bon, alors notez que j'emploie les mots simultané, premier, deuxième. Comme on a des événements séparés par un intervalle du genre espace, ce n'est pas des mots qui ont une signification absolue. Vous savez que quand vous êtes séparés par un intervalle du genre espace, vous pouvez dire que vous êtes simultané, vous pouvez dire qu'il y en a un avant l'autre ou l'autre avant l'un. Mais on est dans ce domaine-là, des événements séparés par les événements du genre espace, et on va voir comment appliquer ces notions à la cryptographie quantique. Donc l'idée de la cryptographie quantique, vous avez tous vu au moins une fois ce genre de schéma. Vous avez les deux amis Alice et Bob qui veulent communiquer entre eux, et vous avez un affreux eavesdropper. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi il s'appelle Eve, l'espion, c'est parce que eavesdropper, celui qui écoute aux fenêtres. Donc l'affreux espion est comme si on met une dame, on risque de fâcher les dames. Je lui ai mis une moustache à l'eavesdropper, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Donc c'est l'affreux, le moustachu c'est l'affreux. Donc il essaie d'espionner, et Alice et Bob veulent communiquer entre eux sans être piégés. Et il y a une méthode qui a été inventée par Shannon, non pas de physique quantique, hein, inventée par Shannon, qui est réputée absolument sûre, et quand je dis réputée sûre, ça veut dire avec la sûreté ou la certitude d'un théorème de mathématiques. Hein. Donc qui dit que si vous codez avec une série aléatoire de 1 et de 0, et que Bob décode avec la même série de 1 et 0, et si le message n'est pas plus long que la série, il ne faut pas répéter plusieurs fois le codage, alors personne ne peut décoder. Donc vous voyez que le problème, c'est d'avoir des clés suffisamment longues, identiques pour Alice et Bob, sans que l'espion ait pu attraper cette clé. Et s'il n'a pas pu attraper cette clé, ben, il ne pourra rien faire. Et donc le problème, finalement, c'est de générer ces clés, et c'est là qu'intervient la mécanique quantique, dans la physique quantique, dans ce qu'on appelle QKD, c'est-à-dire Quantum Key Distribution. C'est la physique quantique qui va vous permettre de distribuer les deux clés identiques sans que personne puisse en prendre une copie. Donc, l'idée toute naturelle, mais il a fallu quand même un certain nombre d'années, c'est Arthur Eckert qui a eu cette idée,
c'est que si vous prenez une paire de photons intriqués, comme je vous l'ai répété au moins déjà 4 fois, comme jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus ou moins, mais par contre, au dernier moment, ce sera soit plus, soit moins, dont on aura bien les suites aléatoires identiques, mais comme jusqu'au moment, ça n'existe pas, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien pour l'espion. Il ne peut pas intercepter puisque ça n'existe pas encore. Alors, si... Voilà, donc on se base sur la non-localité quantique pour dire que jusqu'au dernier moment, il n'y a rien à espionner. Si toutefois l'espion est particulièrement intelligent, il faut se méfier des moustachus, si l'espion est particulièrement vicieux et intelligent, il peut mesurer le photon, regarder ce qu'il obtient, et puis s'il a une belle technologie, il renvoie un photon identique à ce qu'il avait fabriqué, à ce qu'il avait observé. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on a figé la polarisation. On a fabriqué une variable cachée. Et donc, il va suffire que Alice et Bob, de temps en temps, fassent un test des inégalités de Bell pour s'apercevoir qu'elles ne sont pas violées. S'il y a un gars qui fait cette manœuvre, les inégalités de Bell ne seront pas violées. Donc, ils font un test des inégalités de Bell de temps en temps. Ils communiquent par radio. Ils disent, voilà, là, j'avais telle orientation, là, j'avais telle orientation, etc. Ils communiquent par radio et ils peuvent dire, il n'y avait pas d'espion. Et donc, chaque fois qu'on avait 2 orientations identiques, eh bien, on peut faire confiance au plus et au moins qu'on a trouvé. Et donc, c'est ce qu'on appelle Device Independent Security, une sécurité indépendante du système, qu'on teste vraiment en testant les inégalités de Bell. On n'a pas besoin de connaître le détail de tout ce qui est là, et c'est ce qui a été suggéré par l'image de non-localité. C'est ce que je veux défendre, l'idée qu'à partir du moment où j'admets qu'il y a de non-localité, je vois instantanément que ça doit être un bon système. Alors après, il faut écrire plein d'équations, des articles savants écrits par les théoriciens pour prouver que c'est vrai, mais l'intuition d'emblée pouvait nous dire c'est un bon système parce que jusqu'au dernier moment, il n'y a rien à espionner. Alors vous savez que nos amis chinois ont réussi à faire ça à 1200 km de distance. Bon, c'est impressionnant, voilà. J'espère qu'on y arrivera un jour. Nous, je veux dire l'Europe, l'ESA. Philippe, il y a un programme d'ESA sur ça ou tu ne sais pas? Ou Sébastien, c'est peut-être. Il y a un programme de l'ESA sur ça. European Space Agency, on commence. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais vous parler de téléportation quantique. Alors, attention, la téléportation quantique, c'est pas ça, c'est pas Star Trek. Téléportation quantique, c'est j'ai un état quantique ici et je vais le déplacer sur un objet qui est loin, qui n'est même pas forcément de même nature. Il suffit que ce soit un système à 2 niveaux, ça peut être un système à 2 niveaux d'autre nature. Alors vous allez me dire, non, mais attendez, vous avez appris votre mécanique quantique, vous savez que quand vous avez un système unique avec un état, il est impossible de connaître cet état. Tout ce que vous pouvez faire, c'est des mesures qui vont vous donner la projection de cet état sur tel ou tel observable. Et là, sans connaître l'état, on sait qu'on va le transférer de l'autre côté. C'est quand même au moins aussi bluffant que Star Trek, en tout cas quand on est physicien. Bon, et je vous rappelle que, par exemple, il n'est pas question de prendre cet état et de le mettre sur l'autre, parce qu'il y a le fameux no-cloning theorem dû à Wouters, tiens, je l'ai caché là, à Wouters et Zurek, qui dit que ça, on ne peut pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est cut and paste, couper, coller. On l'enlève d'ici et on le met là. Bon, c'est ça la téléportation. Alors allons-y, comment ça marche? Ça marche avec une ressource qui s'appelle une paire de photons intriqués. C'est une intrication un peu particulière dans un état psi-moins, c'est dans la technique, peu importe. Et on va prendre l'un des deux et on va l'intriquer avec un photon qui est là. Et ce photon, il est décrit par un état quantique, c'est un système à 2 niveaux, il est décrit par un état quantique qui est là, et je mélange ce photon avec nu0 sur une lame semi-réfléchissante, et là, je vais faire une mesure. Et cette mesure, c'est ce qu'on appelle une mesure de Bell. Alors, qu'est-ce que c'est une mesure de Bell? J'explique. L'espace des états des 2 photons intriqués, chaque photon en polarisation X et Y, l'espace des états est de dimension 4, parce que la base, ça peut être x0, x1, x0, y1, ou y0, y1, ou y0, x1. Ben, au lieu de prendre la base bête, x0, x1, etc., vous combinez. C'est une autre base. Et cette base, c'est la base des états de Bell.
Et normalement, quand on a une base formée de 4 états orthogonaux, normalement, on devrait trouver la possibilité de le mesurer. Bon, pour les états de Bell, ce n'est pas si simple. Il y en a qu'on peut mesurer, il y en a d'autres, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Mais en tout cas, conceptuellement, on peut le faire. Donc, on fait une mesure de Bell là-dessus. Et une fois qu'on a fait la mesure de Bell, c'est-à-dire on a projeté la combinaison de mes deux photons ici sur l'un des états de Bell, donc on regarde le résultat, et à ce moment-là, ce résultat, on va l'envoyer ici. Alors, ce résultat, il y en a un parmi 4, c'est-à-dire, je vais trouver, c'est l'un des 4 états de Bell que j'ai trouvé, où ça fait clic. Et donc, pour coder un état parmi 4, il suffit de 2 bits classiques. Donc, je prends mes 2 bits classiques, je les envoie, et je dis, voilà le résultat qui a été trouvé pour la mesure de Bell. Et en fonction de ce résultat, j'ai ici, on va dire, un électro-optique qui va faire une transformation. Et finalement, c'est là qu'est le miracle. Donc je transforme le photon de nu2, qui est le copain, qui est le jumeau du nu1. Et là, après l'avoir transformé, bingo, l'état du photon de nu2, c'est l'état que j'avais au départ sur le photon de nu1. J'ai transporté l'état du photon de nu1 sur le photon de nu2. Voilà ce que c'est la téléportation quantique. Bon, alors, où est la non-localité là-dedans? Mais attendez. Alors d'abord, hein, il n'y a pas de... Le no-cloning théorème marche. Et où est la non-localité là-bas? Eh bien, si on y pense, on va s'apercevoir d'un problème. Un problème de timing, un problème de synchronisation entre les choses. Parce que vous voyez, quand je fais ici la mesure de Bell, je fais une mesure sur le photon nu1. Et elle retentit instantanément sur le photon nu2, qui est loin. Mais ensuite, il va falloir faire une transformation sur le photon nu2. Or, cette transformation, il va falloir attendre que le signal classique soit arrivé par le canal classique. Donc, il va falloir, ça va prendre du temps. Et donc, il faut que je mette le photon nu2 en attente dans une mémoire quantique. Alors, il y a quelqu'un qui s'est aperçu de ça, parce qu'il y a beaucoup de manips de téléportation quantique où ils ne font pas attention à ça, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a quelqu'un qui a bien compris ça, hein, c'est le groupe de Nicolas Gisin, où ils ont dit, eh ben, pour le mettre en attente, on va trouver une mémoire quantique simple, c'est une boucle de 1 km de fibre optique, et donc ils mettent leur photon en attente, pendant que le signal classique arrive, tac, et ça marche. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous a dit, la non-localité quantique? Ça nous a dit, attention, c'est bien joli de vouloir faire de la téléportation, mais si vous n'avez pas une bonne mémoire quantique à l'autre bout, c'est même pas la peine d'en parler. Alors, le raisonnement que je viens de faire est vrai pour la téléportation quantique, mais il est vrai pour les répéteurs quantiques aussi. Si je veux faire un répéteur quantique, même problème, il faut que j'ai une mémoire quantique. Donc, ce que nous dit ce raisonnement, c'est qu'il nous permet de mettre le doigt sur un problème sérieux de la téléportation quantique, qui est ce problème de timing. Il nous met le doigt sur le fait que si on pouvait avoir de bonnes mémoires quantiques, ce serait absolument génial. Et donc, avec tout ça, je vois qu'il est en train de s'énerver un peu, là, non, de s'impatienter, mon ami Sébastien. Voilà. Donc, l'image de la non-localité suggère... Alors, vous pouvez trouver tout ça avec des calculs compliqués. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que juste en regardant, on me dit « Ah !» Alors après, je fais les calculs. J'ai même fait un problème pour les polytechniciens, je peux vous l'envoyer, si vous voulez, plein d'équations, pour prouver qu'il faut qu'il y ait cette mémoire quantique. Mais l'idée de non-localité m'a immédiatement mis sur la bonne piste. Et donc, la non-localité quantique, moi, je défends l'idée que c'est une intuition utile pour les développements liés à la deuxième révolution quantique. Alors, je vous rappelle ce qu'est la deuxième révolution quantique. C'est quelque chose qui bénéficie de l'intrication, ça vous avez compris, j'en parle tout le temps, mais n'oubliez pas qu'il y a un deuxième ingrédient dans la deuxième révolution quantique qui est tout aussi important, c'est le fait d'être capable de manipuler des objets quantiques individuels, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à la fin des années 70. Hein. Voilà, donc voilà. Donc vous savez que la première révolution quantique, c'était non seulement conceptuel, c'est-à-dire que c'était basé sur l'idée de dualité entre corpuscules, et c'est devenu une révolution technologique avec la société de l'information et de la communication, donc non seulement conceptuelle, mais technologique.
eh bien on peut se poser la question, est-ce que c'est la même chose avec la deuxième révolution quantique? C'est certainement une révolution conceptuelle, encore une fois, intrication plus objet quantique unique, il n'y a pas de doute, c'est une révolution conceptuelle. Est-ce que ça va être une révolution technologique? Ben, on ne sait pas, comme vous le savez, on est dans la phase où on invente des technologies quantiques, et je pense que dans ces phases d'invention, l'intuition c'est important, et je pense que la non-localité quantique fait partie de ces intuitions qu'on a intérêt à avoir dans un coin de sa tête, en le prenant plus ou moins au sérieux. Donc voilà, il y a du travail pour les jeunes, et puis je veux quand même, comme ces manips elles remontent à il y a très longtemps, je veux rendre hommage aux 2 jeunes étudiants on ne disait pas de master à l'époque, je ne sais pas ce qu'on disait, mais enfin c'était des étudiants qui étaient venus faire des stages dans mon laboratoire et qui ont contribué à ces manips. Vous ne les connaissez pas? Allez, regardez. Jean Dalibard et Philippe Grangier. Ils ont un peu changé depuis l'époque. Je vous les remets comme ils étaient à l'époque. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, pour terminer ces manips dans les années 81-82, d'avoir ces étudiants qui ont fait leur chemin depuis, comme vous le savez. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre la session pour quelques questions. Merci. Évidemment. Est-ce qu'on pourrait dire en résumé que tout simplement, J'écoute. tout simplement la réduction du paquet d'ondes échappe à la théorie de la relativité? Moi, je suis prêt à le dire. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord. Mais moi, oui, dans ma tête, c'est ça. C'est le message que j'ai voulu vous passer. Mais attention, hein, on ne peut pas s'en servir pour transmettre un signal utilisable plus vite que la lumière. Si vous insistez, je peux vous le montrer. Mais Sébastien m'a trouvé que je prends trop de temps. Mais j'ai 2 transparents pour le démontrer. Un signal utilisable, c'est j'appuie sur le bouton et j'ai une lampe qui s'allume là-bas. Je ne peux pas faire ça plus vite que la lumière. Oui, oui, j'ai une question pour les manips de Pipkin, parce que finalement, il a dû publier quelque chose avec un certain sigma, je ne sais pas combien de sigma il avait, et est-ce qu'on sait où il était le problème? C'est tout le problème, la manip de Pipkin, celle d'Harvard, qui avait donné un résultat qui manifestement n'a pas été confirmé. Alors, en fait, il a été victime certainement d'erreurs systématiques, mais quand on veut éviter les erreurs systématiques, il faut avoir des procédures et il n'a pas suivi la procédure. Ce que je veux dire, c'est que Pipkin, il a pris une ampoule avec sa vapeur de mercure, je crois que c'est une vapeur de mercure, avec un canon à électrons, et puis il a mis ses 2 polariseurs, et puis il a pris 2 orientations, et puis terminé. Klauser et Friedman, ils ont fait ce que tout bon expérimentateur devrait faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'invariance par rotation. Et Pipkin, ils avaient conçu leur manip d'une façon qui ne leur permettait pas de faire ça. Ils allaient d'une orientation à l'autre et c'est tout. Et donc, c'est là où je dis, il faut quand même être très prudent quand à une expérience, il faut se dire, attention, il y a peut-être une systématique. Alors, on peut imaginer qu'il y avait dans les parois de l'ampoule de verre une biréfringence qui lui perturbait la polarisation. S'il avait fait l'invariance par rotation, il se serait bien aperçu que ce n'était pas invariant par rotation. Il aurait essayé de le corriger. Alors il a dit plus tard, quand on lui a fait cette objection, il a dit oui, mais alors c'est un truc pour opticien, hein, pour geek de l'optique. Il a dit oui, mais on a vérifié entre polariseurs croisés, en passant à travers l'ampoule, qu'il n'y avait pas de biréfringence. Sauf que ça ne te garantit pas contre une biréfringence d'un signe ici qui est compensée par la biréfringence du signe opposé de l'autre côté. Donc, c'est la meilleure hypothèse qu'on puisse donner, c'est qu'ils se sont fait avoir par une biréfringence dans les parois de l'ampoule. Alors, c'est des problèmes subtils, hein. Moi, dans la manip que j'ai faite, j'avais regardé vraiment très en détail si je n'avais pas de biréfringence dans mes lentilles, et j'avais aussi regardé de près si le fait qu'on démarre avec un faisceau, un angle solide très ouvert, et qu'on passe ensuite à un faisceau collimaté, si ça ne perturbait pas la polarisation d'une façon qui pouvait nous piéger. Non, on avait quand même surveillé tout ça. Et on a fait, nous aussi, bien sûr, mais nous, c'était facile parce que ça allait vite, les manips. On a bien sûr, à chaque fois, fait systématiquement les invariances par rotation. Une dernière question?
Vraiment? Très bien, dans ce cas-là, alors. Quand on dit qu'il faut une mémoire quantique, Oui. si jamais on accepte d'avoir 3/4 de perte sur le dispositif, on peut imaginer aussi de faire la manip tout de suite et d'attendre que les bits classiques arrivent pour voir si on jette ou pas la manip. Oui, c'est comme ça que font la plupart des manips, c'est-à-dire qu'ils laissent passer et ils font de la post-sélection, c'est-à-dire qu'ils effacent tout ce qui correspond. Parce qu'il y a une valeur de Bell pour laquelle il n'y a pas besoin de transformer l'état. Donc, beaucoup de gens annoncent qu'ils ont fait la téléportation quantique, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé passer et ils ont gardé seulement le résultat qui correspondait à la mesure de Bell pour lequel il n'y a pas besoin de transformer l'état. Je pense que c'est quand même mieux de faire ce qu'a fait Nicolas Gisin, ça. Parce que le jour où on voudra vraiment l'utiliser, il faudra quand même essayer de ne pas faire juste un coup sur 4. Il faudra essayer de faire mieux. Avant de te remercier pour ce talk exceptionnel, est-ce que tu pourrais juste remettre ton avant-dernier transparent, s'il te plaît? Parce que ce que j'ai oublié de dire dans mon introduction... Qu'est-ce que tu as oublié de dire? Ça? Non, celui d'avant. Ah oui, non, celui-là, oui, avec Athos ou ça. Celui-là? Oui. Ah oui. C'est que Alain est également le quantum guru de la société Pascal, qui émane de l'Institut d'Optique Graduate School et qui vend des simulateurs quantiques à base d'atomes refroidis par laser. Quantum Guru, c'est beaucoup dire. J'ai la chance. C'est ce qui est marqué sur le site web. J'ai la chance d'avoir un certain nombre de mes anciens étudiants qui, lorsqu'ils ont décidé de faire ça, sont venus me voir pour m'expliquer leur idée. Et comme pendant toute ma carrière, j'ai toujours encouragé les gens qui voulaient faire ça. Et les gens de Pascal, comme les autres, je leur ai dit c'est une vachement bonne idée. Donc ils ont décidé de m'associer à ça. Mais d'autant que ça marche très bien. C'est eux qui font là. C'est eux qui font Bien là. sûr, mais c'était pour dire quand même Voilà. que tu étais une espèce de gourou pour nous tous. Alors avant de lâcher le micro, je tiens à vous dire qu'après le deuxième plénière, il y a la séance remise du prix Gerfagnon, mais attention, on vous a fait un cadeau. C'est pas juste comme d'habitude, on remet le prix, on applaudit les gars. Alors d'abord, les gars qui sont là, ils ont fait des petites vidéos pour vous expliquer ce qu'ils ont fait pour être lauréat du prix. C'est des vidéos courtes, extrêmement intéressantes. Et puis, deuxièmement, on vous a fait un cadeau. On a demandé à un ancien lauréat du prix Gerfagnon de vous faire une plénière. C'est Laurent Cognier qui nous parle, qui a été lauréat il y a pas mal de temps, hein, Laurent, ouais. Il a été lauréat du prix Gerfagnon il y a pas mal de temps et il vous fera une conférence sur son thème de recherche qui marche particulièrement bien en ce moment, qui est à la frontière entre l'optique de pointe et la biologie non moins de pointe, qui lui a valu d'avoir un ERC, Synergie, etc., où on met ensemble des médecins, des opticiens, etc. Donc je pense qu'on vous a fait un beau cadeau en vous ajoutant cette conférence plénière, dont vous aurez ça avant. Ça vous mettra en forme pour le banquet de ce soir. Voilà. Merci à tous.